L'aide médicale à mourir, bientôt possible en France ? Salut à toutes et à tous, salut Ingrid. Salut Hugo, comment tu vas aujourd'hui ? Ça va, même si on a un sujet assez compliqué, un sujet qui est pas du tout estival, parce que peut-être que là vous nous écoutez en vacances, à la plage, vous avez envie d'écouter quelque chose de léger, mais non, comme vous l'avez entendu, on va parler de mort dans cet épisode, et plus spécifiquement de ce qu'on appelle le droit à l'aide à mourir. Alors, qu'est-ce que c'est ce droit à mourir ? Le droit à mourir, c'est le fait d'avoir la possibilité pour une personne qui est malade d'avoir de l'aide médicale pour terminer sa vie. C'est l'idée qu'on a tous le droit de mourir dans la dignité et donc d'avoir des conditions de vie jusqu'au dernier moment saines, dans des bonnes conditions. Et donc, au moment où la maladie commence à être trop difficile, de pouvoir avoir le choix de demander à des médecins d'en terminer. Ouais, donc là, c'est pas vraiment la question du suicide en général. Par exemple, une personne qui veut se suicider à cause de raisons purement psychologiques, non, là, c'est pas de ça dont il s'agit, en tout cas pour le moment. Comme tu l'as dit, c'est vraiment quelque chose qui est dans le contexte de la maladie et qui doit permettre de soulager la souffrance de personnes qui sont très malades et qui n'ont aucune perspective de guérison, aucune perspective de guérir. Alors, cette aide à mourir, concrètement, elle peut se passer de différentes manières. Il y a d'abord ce que tout le monde connaît, l'euthanasie. Donc, c'est quasiment le même mot en anglais, en espagnol aussi, on a vérifié. Donc, l'euthanasie, c'est un acte médical pour provoquer délibérément la mort d'un patient afin de mettre fin à ses souffrances. C'est aussi le cas chez le vétérinaire. Vous savez, quand on a un chien, un chat, un animal de compagnie qui est très âgé ou alors qui est très malade, eh bien, pour lui éviter de souffrir, on peut décider de l'euthanasier. Et alors, pourquoi on parle de ça maintenant, alors que vous êtes en vacances sur la plage, en train normalement d'essayer de vous relaxer ? Eh bien, c'est parce qu'en France, les députés viennent d'adopter une loi donnant des nouvelles conditions pour ce droit à l'euthanasie. Plus exactement, c'était le 27 mai qu'ils ont voté cette loi et juste avant, il y avait eu pas mal de débats sur le sujet. Donc nous, on a voulu prendre le temps de se renseigner sur la question, de réfléchir au sujet pour pouvoir vous faire un petit résumé de cette loi, des nouvelles conditions et de comment ça se passe en France à partir de maintenant. Il faut savoir que la loi n'est pas encore promulguée parce qu'elle doit être débattue au Sénat à la rentrée et ensuite elle va revenir à l'Assemblée. Mais il y a de grandes chances que cette loi soit promulguée et en tout cas, elle a donné lieu à des débats passionnants. C'est pour ça qu'on a voulu vous en parler dans le podcast. C'est vrai que ce droit à mourir, c'était une évolution de société qui était très attendue, en tout cas par certaines personnes, et dont on parle déjà depuis de nombreuses années. Mais on peut dire que cette loi et plus généralement la notion de droit à mourir, eh bien, il suscite de nombreuses critiques, notamment parmi le corps médical. On a beaucoup entendu dans les médias dernièrement des médecins dire que leur rôle n'était pas d'aider les personnes à mourir, mais au contraire de tout faire pour les soigner. Et d'un autre côté, il y a d'autres critiques qui disent que cette loi ne va pas assez loin, qu'elle est trop restrictive, et que finalement, elle n'a pas de substance. Donc ça, on va en reparler aussi dans l'épisode. Oui, donc c'est un débat qui est éthique, voire philosophique. On se pose la question de savoir si cette aide à mourir est un progrès civilisationnel ou au contraire une régression. Voilà, donc pour essayer de vous expliquer tout ça, on va vous dire comment cette loi a vu le jour. Ensuite, on va parler concrètement de quoi il s'agit, ce qui est prévu dans cette loi pour l'aide à mourir. Et puis enfin, on évoquera les points qui font débat, les critiques et les possibles évolutions de cette loi. Allez, on y va.
En France, si les députés ont étudié un texte de loi pour ouvrir l'aide médicale à mourir, c'est parce que on était dans un contexte social qui favorisait ce débat. Ça faisait déjà des années qu'on en parlait et que la loi évoluait petit à petit. Et en 2024-2025, on était arrivé à une situation où d'un côté, les pays voisins avaient, pour certains d'entre eux, ouvert leur législation de manière beaucoup plus progressiste ou de manière beaucoup plus favorable à l'aide à mourir qu'en France. Et donc, ça créait de la compétition entre les pays avec certains Français qui se rendaient à l'étranger pour demander de l'aide à mourir. Et puis, d'un autre côté, on avait une population qui est plus vieillissante et où il y a des progrès de la médecine qui font qu'il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent dans une situation de mort lente, puisque les médecins sont capables de maintenir en vie des personnes âgées pendant très longtemps et aussi des personnes très malades sans que la maladie ne les emporte. Et donc, on était dans cette situation qui fait qu'il y avait une urgence à légiférer sur la question, d'autant plus que dans l'actualité, année après année, on a eu des cas spécifiques de personnes qui allaient devant les journalistes pour exprimer leur situation personnelle et le fait qu'ils avaient besoin d'une nouvelle loi. Donc voilà, on était dans un contexte quand même qui faisait que les députés presque étaient obligés de réfléchir à cette question. Oui, et tous les sondages montraient que dans l'opinion publique, une énorme majorité des Français étaient favorables à cette aide à mourir. Bon, ça dépendait un peu de comment la question était formulée, mais en tout cas, il y avait une vraie demande, on pourrait dire, de la part des citoyens. Il y avait déjà eu plusieurs lois votées dans ce sens. La première, c'était une loi de 2005, la loi Leonetti, qui avait permis de limiter l'acharnement thérapeutique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acharnement thérapeutique ? C'est quand on fait tout pour soigner quelqu'un, soigner un malade, qu'on lui donne énormément de médicaments, alors qu'on sait que cette personne ne va pas pouvoir guérir, que cette personne va mourir, mais on fait tout ce qui est possible pour maintenir cette personne en vie. Et il faut savoir que le verbe s'acharner, ça a une connotation assez négative. On peut s'acharner contre quelqu'un, ça veut dire attaquer une personne sans relâche, sans s'arrêter. Parfois on parle d'acharnement médiatique, quand il y a une forme d'hostilité contre quelqu'un dans les médias, une hostilité qui continue, qui ne s'arrête pas. Et on peut aussi dire plus généralement s'acharner, ça veut dire continuer quelque chose encore et encore sans jamais abandonner. Par exemple, peut-être que vous vous acharnez à apprendre le français. Et là, si vous dites ça, je m'acharne à apprendre le français, on comprend que c'est quelque chose de très difficile pour vous, mais que voilà, vous n'abandonnez pas, vous continuez. Donc cette loi de 2005 a permis d'arrêter l'acharnement thérapeutique et d'autoriser la sédation. Ensuite, il y a eu une deuxième loi en 2016. Oui, la loi Claeys-Leonetti, qui était une loi en gros qui venait compléter la première loi pour permettre encore plus de facilité, encore plus de confort aux personnes malades. Notamment, les personnes malades pouvaient rédiger des directives anticipées, c'est-à-dire avant que la maladie ne devienne trop handicapante pour pouvoir s'exprimer, les personnes pouvaient signer une déclaration pour dire qu'elles ne souhaitaient pas d'acharnement thérapeutique. Et il a aussi été mis en place le concept de sédation profonde. Donc finalement, la possibilité d'être mise dans un coma ou dans un état de repos très très intense, de sommeil profond, et donc de mourir comme ça de façon certes lente, mais sans se rendre compte de rien, puisque voilà, les docteurs tout simplement pouvaient à partir de 2016 endormir complètement les patients, arrêter les traitements contre la maladie et attendre que la maladie emporte les patients. Mais
certains trouvaient que ces 2 lois n'étaient pas suffisantes et qu'il fallait aller plus loin pour permettre une aide active à mourir. Donc le débat a été relancé à partir de 2022. En 2023, il y a eu une convention citoyenne. Donc concrètement, 184 citoyens français ont été tirés au sort, des citoyens qui représentent l'ensemble de la société française, pour réfléchir à cette question, la question de l'aide active à mourir. Qu'ils ont rencontré des experts, ils ont assisté à des cours, des conférences, etc. pour réfléchir à cette question. Ils ont débattu et à la fin, les 3/4 d'entre eux, 76%, se sont dit favorables à une aide active à mourir, mais à condition que cette aide respecte des critères stricts et qu'elle soit bien encadrée. Et donc, c'est dans ces conditions, avec ce contexte social, toute cette histoire de réflexion sur l'aide à mourir et les préconisations, c'est-à-dire les conseils donnés par cette convention citoyenne, les députés ont pu réfléchir à cette question avec déjà tous ces débats en tête. Alors concrètement, que dit cette nouvelle loi, ce projet de loi? Parce que, comme on l'a rappelé, elle n'a pas encore été promulguée, ça peut encore changer avec les débats au Sénat. Mais pour le moment, elle accorde le droit à l'aide à mourir à condition de respecter 5 critères précis. Le premier, c'est d'être majeur. En France, vous le savez, la majorité, c'est à 18 ans. D'être de nationalité française ou de résider en France. Donc, vous ne pouvez pas, comme certains Français le faisaient avant, en allant en Suisse, par exemple, pour être euthanasié, vous ne pouvez pas venir en France pour un week-end pour vous faire euthanasier. Non, il faut être soit français, soit résider en France de manière stable. Ensuite, il faut être capable de manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Autrement dit, il ne faut pas que quelqu'un vous ait mis la pression de quelque manière que ce soit. Il faut que vous soyez atteint d'une maladie grave et incurable, une maladie qu'on ne peut pas guérir, et que votre pronostic vital soit engagé et que la maladie soit dans une phase avancée ou un stade terminal. Et pour finir, le 5e critère, c'est d'avoir une souffrance physique ou psychologique qui est jugée insupportable. Exactement. Et en parallèle, au même moment, les députés ont voté une 2e loi, une loi sur les soins palliatifs. Donc les soins palliatifs, c'est tout ce que les équipes médicales apportent aux patients à la fin de leur vie pour que la fin de vie soit confortable. Donc souvent, ça se passe dans des unités spécialisées dans les hôpitaux ou même dans des centres médicaux spécialisés où on va avoir des soins pour soulager la douleur, parfois même des activités pour permettre de partir en étant en paix psychologiquement. Voilà, il y a beaucoup de choses. C'est une spécialisation médicale qui est vraiment très spécifique. Les médecins qui font des soins palliatifs souvent le font avec, beaucoup de passion. Et justement, on n'a pas beaucoup de moyens qui sont mis sur les soins palliatifs. Donc, les députés ont voté une loi pour justement améliorer ces services, pour inscrire dans la loi que tout le monde a le droit à ces soins et que l'État doit s'engager à fournir à travers un plan national assez de centres spécialisés pour que toutes les personnes qui sont dans une situation de maladie incurable avec beaucoup de souffrance puissent avoir accès à ces médecins spécialisés et pas que les médecins, hein, les soignants en général, des infirmiers spécialisés, des aides-soignants spécialisés, du matériel spécifique, pour que la fin de vie soit confortable. Et il faut savoir que cette loi sur les soins palliatifs a fait l'unanimité parmi les parlementaires puisque on n'a eu aucun député qui a voté contre. C'était vraiment un besoin sur lequel tout le monde était d'accord. Oui, et c'était important que ces 2 lois soient votées en même temps, celle sur l'aide à mourir et celle sur les soins palliatifs, parce qu'il y avait des craintes que
l'aide à mourir devienne la solution par défaut en absence de soins palliatifs accessibles partout. Mais bon, ça on va en reparler un peu dans la troisième partie de l'épisode. Au niveau de la scène politique, on peut dire qu'il y avait 3 grands groupes, comme d'habitude. Donc la majorité présidentielle, le camp d'Emmanuel Macron, qui était plutôt pour cette loi sur l'aide à mourir. Ensuite, les partis politiques de gauche qui eux aussi étaient pour, à l'exception notable du Parti communiste, et les partis de droite et d'extrême droite qui eux étaient globalement contre. Après, il faut quand même noter, et c'est quelque chose qui m'a plutôt marqué quand j'ai fait les recherches pour voir qui avait voté pour, qui avait voté contre, que dans beaucoup de groupes, c'est mélangé. Il y a des parlementaires qui sont dans des groupes qui sont censés être contre, mais il y en a quand même qui ont voté pour. Donc ça montre bien à quel point cette question est complexe et elle est très individuelle. Parfois, au-delà des positions politiques, de principes, les personnes ont vécu certaines expériences personnelles qui font qu'elles ne vont pas être dans la ligne de leur parti. Et c'est particulièrement intéressant parce que ça montre à quel point c'est un débat de société vraiment complexe. Alors maintenant, on va voir concrètement ce que cette nouvelle loi va changer si elle est adoptée. Alors d'abord, on va revenir un peu sur les conditions médicales précises pour pouvoir bénéficier de ce droit à mourir. La première, la plus importante, hormis le fait d'être majeur et de résider en France, comme je l'ai évoqué, c'est que la personne doit être atteinte d'une affection grave et incurable, d'une maladie grave, quelle qu'en soit la cause, et que cette maladie, elle engage le pronostic vital. Il faut aussi que la maladie soit dans une phase avancée, c'est-à-dire qu'elle soit déjà entrée dans un processus irréversible, donc c'est impossible de revenir en arrière. Il y a un peu cette idée que peu importe le temps que ça va prendre, on est dans une étape où, quoi qu'il arrive, l'état de santé de la personne malade va s'aggraver et va affecter de plus en plus sa qualité de vie. Oui, et il y avait eu beaucoup de débats sur la question du pronostic vital parce que, comme vous le savez, souvent les médecins donnent une estimation du temps qu'il vous reste à vivre en fonction de l'avancement de la maladie. Et dans une version précédente du texte de cette loi, il était question que le pronostic vital soit engagé à court ou moyen terme. Autrement dit, qu'un médecin vous ait informé qu'il vous restait que quelques jours ou semaines à vivre. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus parce que, comme vous le savez aussi, les médecins se trompent souvent sur la durée de ce pronostic vital. C'est quelque chose qui est très difficile à estimer. Donc finalement, on a enlevé cette notion de court ou moyen terme du texte de loi. Oui, et maintenant, la loi précise seulement qu'il faut qu'il y ait un état réel de dégradation. C'est vrai qu'en tout, il y a eu 2600 amendements, donc 2600 petites modifications éventuelles étudiées par les parlementaires. Ça montre à quel point chaque petit mot est important parce que à chaque fois, on va parler de possibilités d'application à certaines personnes et à pas d'autres. Donc, dans le cas de ce débat sur la durée, en fait, il y a certaines maladies qu'on peut avoir pendant très 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 longtemps et dont l'évolution peut s'accélérer très vite ou au contraire très lentement. C'est le cas de la maladie de Charcot qui a été beaucoup citée. On a vu pas mal de personnes atteintes de cette maladie dans les médias expliquer à quel point leur vie était difficile, à quel point leur maladie leur causait des souffrances insupportables et que les docteurs n'étaient pas capables de dire combien de temps ça allait prendre pour que cette maladie finisse finalement par les tuer. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fini par garder cette définition beaucoup plus élargie. Il faut aussi que cette maladie provoque des souffrances physiques insupportables, très grandes souffrances physiques, éventuellement associées à des souffrances psychologiques, mais il faut savoir que les souffrances psychologiques seules ne suffisent pas
à avoir ce droit à mourir. Il faut vraiment que ce soit une maladie qui provoque des souffrances physiques. Donc voilà, ça c'est pour les conditions médicales, vraiment, pour quel type de maladie, pour quel type de diagnostic, ce droit à mourir est autorisé. Mais donc, on vous a dit tout à l'heure qu'il y avait aussi d'autres conditions et notamment cette condition, de pouvoir donner son consentement libre, éclairé et répété. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la loi exclut certaines personnes qui ont des maladies psychiatriques ou qui ont des dégénérescences mentales. Par exemple, les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ne peuvent pas être concernées puisqu'on considère qu'elles ne sont pas capables de dire vraiment sans influence si elles veulent mourir ou pas. Ouais, et comme on l'a précisé un peu avant, si la personne à un stade moins avancé de sa maladie a écrit des directives anticipées sur les conditions qu'elle souhaite pour sa fin de vie et son traitement, eh bien, elles peuvent être prises en compte. Et d'ailleurs, on peut aussi désigner dans ces directives anticipées une personne de confiance qui peut prendre des décisions à notre place. Ça répond vraiment à un problème qui a déjà été soulevé par des cas particuliers de proches de la famille d'une personne très malade, dans un coma par exemple, ou dans un état avancé de maladie qui faisait qu'il n'était plus capable de donner son consentement. Eh bien, on a vu des parents et des conjoints, par exemple, se déchirer devant la justice, certains estimant qu'il fallait s'acharner de façon thérapeutique, d'autres estimant qu'au contraire, il fallait abréger les souffrances de la personne. Donc voilà, avec ces directives anticipées, on peut dire voilà ce que je souhaite et si jamais la situation est trop compliquée, voilà la personne qui peut décider pour moi parce qu'elle me connaît mieux. Voilà, la fameuse personne de confiance. Bon, et concrètement, si cette loi est adoptée, comment ça va se passer pour les personnes qui veulent utiliser leur droit à mourir? Donc d'abord, le malade va devoir formuler sa demande auprès d'un médecin. Elle va devoir dire à un médecin « Je souffre trop, je suis en trop grande souffrance physique et je souhaite mettre fin à mes jours. » Ensuite, il doit y avoir au moins 2 médecins indépendants, dont un spécialiste, qui doivent vérifier que toutes les conditions sont remplies. Donc ils vont contrôler la maladie, les souffrances et le consentement de la personne. Ils vont s'assurer que cette personne a pris cette décision de manière libre et éclairée. Mais il y a une critique par rapport à ça, c'est que comme c'est au médecin d'évaluer la souffrance du malade et que les médecins vont sûrement faire preuve de beaucoup de prudence, certaines personnes pensent que cette loi va être totalement inefficace parce que les médecins pourrait en théorie dire bon bah moi j'estime que non, les souffrances de cette personne ne justifient pas d'utiliser ce droit à mourir. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'outil d'évaluation scientifique de la souffrance, donc ça va être laissé au jugement des médecins. Et du coup, à cause de ça, on peut se demander si ce droit à mourir va vraiment être appliqué. Oui, surtout que du coup, ça fait une procédure qui est très lente puisqu'elle est très encadrée parce que d'abord, donc il y a ces 2 médecins qui doivent prendre une décision, mais ensuite le dossier va être soumis à un comité d'éthique ou en tout cas à une instance de contrôle pour garantir la transparence, pour éviter les abus. Et ce qui fait que, au final, ça prend, énormément de temps et pour des situations où parfois les patients ont besoin, que ça aille vite. D'autant plus que les médecins, dans cette loi, ont le droit à ce qu'on appelle une clause de conscience. Donc, ils ont le droit de refuser de se prononcer sur ce droit à mourir et de dire bon voilà, moi je veux pas m'engager, je veux pas prendre cette décision, je veux pas m'engager dans ce processus et donc il faut trouver des médecins qui seront d'accord pour analyser notre dossier. Si notre dossier est accepté, entre guillemets, le malade ensuite va devoir s'auto-administrer la substance létale, donc concrètement le poison, ou s'il n'en est pas capable physiquement, il va être aidé par un médecin ou un infirmier pour prendre le médicament qui mettra fin à ses jours.
Donc on vient d'expliquer en quoi consiste la nouvelle loi qui vient d'être votée pour élargir le droit à l'aide médicale à mourir en France. Et il faut savoir que, comme c'est souvent le cas avec les lois qui touchent à des sujets sensibles, certaines personnes s'inquiètent des possibles dérives. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dérive? Il faut comprendre l'image qu'il y a derrière. Vraiment, par exemple, un bateau qui dérive, c'est un bateau qui perd son cap, qui perd sa direction et qui petit à petit va aller dans une mauvaise direction, qui va par exemple s'échouer sur la côte. Et donc c'est vraiment cette image quand on parle de dérive par rapport aux lois sur les sujets sociaux, c'est les peurs que à partir d'un certain cadre, on puisse petit à petit ajouter d'autres évolutions ou interpréter la loi d'une manière qui n'était pas prévue au départ et donc créer des véritables changements de société qui n'étaient pas souhaités au départ quand on a fait la première loi. Autrement dit, on peut avoir peur que la loi aille trop loin ou que l'application de la loi dépasse ce qui était prévu au départ dans cette loi. On a beaucoup parlé de possibles dérives au moment de la loi sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, où on avait peur qu'il y ait des avortements à des âges très avancés du fœtus, et aussi au moment du mariage pour tous, donc le mariage homosexuel, où là aussi beaucoup de personnes avaient peur des dérives d'une telle loi. Alors, dans le cas de cette aide à mourir, quelles sont les dérives dont certains s'inquiètent? Alors, la première chose qui est plutôt communément admise, sur laquelle il n'y a pas trop de débat, c'est la peur que l'euthanasie devienne une solution de facilité pour des personnes qui n'ont pas accès à des conditions de vie dignes ou à des soins dont ils ont besoin. Donc ça, c'est par exemple les personnes âgées qui sont en EHPAD. Donc les EHPAD, c'est les maisons de retraite, les endroits où souvent on envoie, où on fait vivre les papis, mamies quand ils ne sont plus capables de vivre tout seuls. Et malheureusement, ces EHPAD sont souvent mal financés. Les personnes âgées, parfois, vivent dans des mauvaises conditions, mal accompagnées, maltraitées. Et donc, c'est une première catégorie de personnes qui pourraient décider de demander une aide médicale à mourir, par exemple s'ils sont atteints d'une maladie qui rentre dans les cases, juste parce qu'ils ne se sentent pas bien considérés, pas bien traités dans leur EHPAD. Après, on a quoi d'autre comme catégorie? Il y a aussi la question des personnes en situation de handicap qui ont aussi des conditions de vie assez compliquées et qui n'ont pas toujours accès à des soins adaptés et à une vie sociale digne. Donc là aussi, on pourrait considérer qu'avec cette loi, certaines de ces personnes vont faire appel à ce droit à mourir, alors que si elles étaient mieux traitées, mieux prises en charge, elles n'exprimeraient pas cette volonté. Et enfin, on a aussi tout simplement les personnes gravement malades qui n'ont pas accès aux soins palliatifs. Donc, il y a des personnes malades qui entrent dans les conditions qu'on a décrites avant pour demander l'aide médicale à mourir, mais qui pourtant n'ont pas envie de bénéficier de cette aide, qui voudraient tout simplement avoir accès à des soins palliatifs. Sauf que les centres de soins palliatifs ne sont pas présents dans toutes les régions, que parfois, pour pouvoir être admis dans un centre, il faut attendre très longtemps. Les structures qui existent sont débordées. Et donc, il y a certaines personnes, par exemple, qui réclamaient de d'abord faire la loi sur les soins palliatifs, qui a mis tout le monde d'accord. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, après qu'on ait financé les soins palliatifs et que ceux-ci fonctionnent bien, on aurait pu introduire une ouverture plus grande de l'aide médicale à mourir. Dans tous les cas, la principale dérive, ce dont on a peur, c'est que des personnes qui
dans d'autres contextes, si elles étaient mieux aidées, mieux accompagnées, n'auraient pas envie de mourir, eh bien ici fassent appel à ce droit à mourir tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre solution adaptée. Et là, c'est un échec à la fois de l'État, du gouvernement et du corps médical. Il y avait aussi d'autres questions qui concernaient la possibilité d'inclure d'autres catégories dans ce droit à mourir. Oui, et là, on va pas trop se prononcer parce que en fait, il y a des débats sur certains sujets. Certaines personnes pensent que, il faut faire évoluer la loi dans le futur parce qu'il serait un progrès d'inclure certaines catégories, alors que pour d'autres, ce serait une dérive. Donc, par exemple, est-ce que on inclut les personnes qui ont certains handicaps? Il y a certains handicaps, on ne sait pas si c'est considéré comme des maladies incurables ou si on peut vivre dignement, correctement avec ce handicap, même si la vie est difficile. Et donc, on peut se demander, est-ce que inclure ces personnes-là serait une dérive et presque de l'eugénisme? L'eugénisme, c'est la sélection des personnes en fonction de leur capacité. Hein. C'est quelque chose qui est très, très débattu en éthique. Ou est-ce que, au contraire, ce serait une manière de laisser le libre arbitre aux personnes handicapées? Et de la même manière, on peut parler aussi des personnes qui sont atteintes de troubles psychiatriques. Certains pensent que ce serait une dérive que d'inclure, par exemple, de donner la possibilité aux personnes bipolaires de demander l'aide à mourir alors qu'elles ne sont pas en totale capacité de mesurer ce que ça veut dire, alors qu'au contraire, certaines personnes qui sont atteintes de ces troubles souhaiteraient pouvoir être incluses et considérées comme des personnes, entre guillemets, à part entière. Donc voilà, il y a des vrais gros débats sur lesquels on ne peut pas répondre nous, mais voilà, de possibilités d'ouverture, d'élargissement de la loi. Et en fait, on ne sait pas dans 10 ans, dans 20 ans, quelles seront les conditions pour accéder à l'aide à mourir. Voilà, moi je pense qu'on a fait le tour de la question, en tout cas dans le temps qui nous était imparti. C'est quelque chose dont on pourrait débattre pendant des années. Cette question du droit à mourir, est-ce que c'est un progrès? Au contraire, est-ce que c'est une régression? Si vous allez voir différents articles sur Internet à propos de ce sujet, je vous invite à lire les commentaires des Français. Vous allez voir à quel point c'est une question qui suscite des passions et c'est bien normal parce que c'est quelque chose qui touche à la vie humaine. Si vous voulez partager votre avis, comme d'habitude, vous pouvez laisser un commentaire sur la page de l'épisode. Comme c'est un sujet assez sensible, essayez d'y mettre les formes parce que ça peut heurter certaines sensibilités. En tout cas, on espère que ça vous aura donné matière à réflexion. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et on se retrouve dans 2 semaines. Et promis, dans 2 semaines, avec un sujet beaucoup plus léger que vous pourrez écouter à la plage. Exactement. Merci à toutes et à tous. Ciao. Salut!